Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, bon matin. Mon nom c'est Pierre Campeau. Je suis la personne qui est responsable des services d'apprentissage à la DFO et on est bien content de vous accueillir ce matin pour le webinaire de l'hiver. On a déjà fait un webinaire à l'automne et un réseau d'apprentissage professionnel. Alors, on entame la deuxième partie du projet avec un webinaire qui va vous aider à mettre en place ou appuyer vos équipes dans vos écoles pour le nouveau curriculum de mathématiques. Alors, je suis accompagné ce matin de Mme Lise Kingsbury, que vous connaissez tous bien, et Dr. Christine Surtam de l'Université d'Ottawa. Alors, le webinaire de ce matin va durer un petit peu plus longtemps que 60 minutes. J'espère que vous avez entre 60 et 75 minutes, mais on a tellement d'informations qui sont riches. Alors, on espère que vous allez pouvoir rester avec nous autres. Sinon, vous savez que toutes nos sessions sont enregistrées et vont être disponibles dans quelques jours, ce webinaire ici, sur la chaîne YouTube de la DFO. Alors, vous pouvez toujours aller voir ce que vous avez manqué si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Alors, on répète ce webinaire ici 3 fois. Le webinaire d'aujourd'hui, on va utiliser les exemples plutôt du cycle moyen. Alors, c'est certain qu'on a des exemples du cycle primaire et intermédiaire, mais aujourd'hui, on va focuser sur le cycle moyen. Et puis, on a une nouveauté aujourd'hui. Alors, on a des interprètes, l'interprétation du français vers la langue des signes. Alors, c'est la première fois qu'on a ça. J'espère que vous appréciez si vous, et ça ne sera pas trop déconcentrant pour vous autres et pour nous autres comme animateurs, mais on va voir comment ça va. Alors, Lise, je te demande de partager l'écran, s'il te plaît, pour qu'on puisse commencer. Oui, Monsieur Alors, Pierre, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran pour que je puisse ah, le faire? désolé, Parfait, merci. ça me fait plaisir. Bon. Alors, je vais commencer. Lise, tu vas partager ton écran. Alors, ce projet ici, comme tous nos projets d'ailleurs, sont financés par le ministère de l'Éducation et on les organise en partenariat avec les 3 associations de direction d'école. Et puis, on commence toujours nos webinaires avec la reconnaissance du territoire. Alors, comme d'habitude, on est reconnaissant de pouvoir travailler en Ontario sur des terres des fois qui sont non cédées. Alors, je vous demanderai ce matin, en lisant la reconnaissance du territoire, de penser à comment est-ce que vous connectez avec la terre. Qu'est-ce que c'est que vous faites, vous, pour prendre soin de la terre? Qu'est-ce que vous faites pour profiter des richesses de la nature? Alors, c'est sûr que là, on est en hiver. Alors, vous pourriez mettre peut-être dans le chat si vous le désirez. Ce n'est pas obligatoire, mais peut-être dire sur quelle terre vous vous trouvez ou vous pourriez aussi écrire comment vous profitez de la terre et puis qu'est-ce que vous faites pour, en hiver comme en été, pour apprécier la nature et la belle terre qu'on a. Et sur ça, je cède la parole à ma collègue Lise Kingsbury. Alors, aujourd'hui, on a une belle formation qui vous est offerte au sujet de l'intégration des domaines avec le nouveau programme cadre de mathématiques. Donc, je vais vous demander de penser tout au long de la présentation de quels sont les sujets ou les sous-sujets que vous pourriez utiliser avec votre équipe école. Donc, vous recevrez la présentation PowerPoint dans les jours à venir pour que vous puissiez vous en servir. Donc, on s'est demandé comment aborder l'intégration des domaines en mathématiques. Donc, il y a un membre du comité qui est arrivé avec l'idée de la construction d'une cabane dans un arbre. On fait le lien entre l'intégration des domaines en mathématiques et la construction de notre cabane dans l'arbre. Alors, les plans que nous devons suivre pour construire notre cabane sont nos planifications à long terme qui sont sur le site du nouveau programme cadre de mathématiques qui nous sont présentées sur le site. Donc, elles nous servent vraiment de plan pour construire notre cabane ou pour construire notre planification, notre enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Ensuite, les pratiques pédagogiques à fort impact sont représentées par le tronc de l'arbre.
Le tronc, parce que le tronc stabilise l'arbre. Notre cabane sera bien solide dans notre arbre. Et de plus, il nous conduit vers les plus hauts sommets. Donc, les pratiques pédagogiques à fort impact vont conduire notre enseignement et l'apprentissage des élèves vers les plus hauts sommets. Ensuite, nous avons l'intégration des domaines, l'enseignement intégré des domaines. C'est le développement des compétences que nous avons besoin pour construire notre cabane. Donc, c'est de pouvoir suivre le plan. Ensuite, nous avons la modélisation mathématique. Donc, la modélisation mathématique, c'est le processus pour la construction de notre cabane. Donc, c'est de pouvoir suivre le plan. Et enfin, nous avons l'évaluation au apprentissage qui dirige notre enseignement et l'apprentissage ainsi que les progrès effectués par les élèves. Donc, c'est vraiment le résultat de notre cabane dans l'arbre. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est de construire la plus belle cabane qui soit en explorant les planifications long terme, les pratiques pédagogiques, l'enseignement intégré des domaines, la modélisation mathématique et l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, les grands chercheurs, les experts au niveau du leadership nous disent qu'il est toujours important de répondre à la question « Pourquoi ?» Lorsqu'on a notre réponse à notre « Pourquoi », ça inspire l'action. Donc, pourquoi est-ce que ce nouveau programme cadre de mathématiques nous présente les domaines intégrés ainsi que les contextes? Donc, c'est parce que nous appliquons l'apprentissage à des contextes pertinents de la vie quotidienne. Dans ce temps-là, les enseignants élargissent et améliorent les expériences d'apprentissage de l'élève. Ils approfondissent les connaissances et renforcent les habiletés dans différentes matières et au-delà de la salle de classe. Donc, nous débutons tout de suite avec le sujet des planifications à long terme. Donc, si nous le visualisons comme le plan de la cabane dans l'arbre, ça peut nous aider à voir leur utilité et leurs avantages. Donc, comme les plans de notre cabane, nous devons nous familiariser avec les planifications long terme, comme on le fait avec nos plans de construction pour pouvoir les utiliser de façon efficace. Donc, les planifications long terme du ministère, elles sont des exemples. Elles sont seulement des exemples. Par contre, nous savons qu'il y a des conseils scolaires qui ont choisi une certaine planification long terme pour tous les enseignants à travers le conseil pour harmoniser les pratiques. Par contre, elles ne sont pas des documents obligatoires. Donc, ils sont des documents qui sont dynamiques, donc on peut revoir certains concepts, on peut changer la durée, le temps qui est prescrit par les planifications pour répondre aux besoins de nos élèves et à leurs forces, à leurs intérêts. Donc, ce n'est pas un livre de recettes. Donc, on ne suit pas étape par étape. C'est un petit peu comme ma grand-mère faisait avec ses recettes. À l'occasion, elle ajoutait un petit peu plus de sucre pour nos papilles gustatives. Donc, on manipule ces documents-là. Les documents incluent toutes les attentes et tous les contenus sur une durée d'1 an. Ils sont des documents de réflexion et ils priorisent l'apprentissage des élèves. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait débuter avec ces planifications annuelles? Donc, nous allons débuter en explorant les exemples que l'on retrouve sur le site du nouveau programme cadre de mathématiques. Nous avons inclus le lien au bas de la diapositive. Donc, c'est une des façons d'aller chercher les planifications à long terme. Par contre, il y a d'autres façons. Vous pourriez aller dans les ressources aussi. Ces planifications-là sont organisées soit par question, par sujet. Une autre a été élaborée par différents conseils scolaires et enfin une par le Centre franco-ontarien. Donc, les deux planifications qui sont organisées par question et par sujet peuvent être insécurisantes, inconfortables parce que pour le personnel enseignant et pour nous aussi parce que c'est nouveau, c'est complètement nouveau.
Par contre, plus nous les déballons, plus nous allons jouer avec ces planifications à long terme, avec les différents exemples, plus nous allons les explorer et faire des liens avec l'ancien programme cadre de mathématiques. Elles deviennent plus réalisables. Nous devenons plus à l'aise de les utiliser. Naturellement, on doit prendre une position de personne apprenante et curieuse pour nous aider à devenir moins hésitants avec ces planifications à long terme. Nous pouvons les utiliser comme point de départ lors d'une communauté d'apprentissage professionnel pour les examiner et nous donner une idée à quoi elles ressemblent. C'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Plus nous connaissons et comprenons les attentes des différents domaines, plus il est facile d'enseigner en les intégrant. Alors, lorsque nous ouvrons les planifications long terme, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous allez voir sur votre écran. Donc, il y a les planifications organisées par question. Donc, organisées par question, il y a 10 questions, donc 10 blocs d'apprentissage d'une durée d'environ 1 mois par question, mais comme je le disais tantôt, le temps doit être adapté aux forces et aux défis de nos élèves. Elle est organisée par cycle. Alors, au niveau du cycle moyen, nous avons 4e année, 5e année et 6e année, un à côté de l'autre. Donc, on compare les apprentissages effectués à chacun des niveaux. Chaque question implique plusieurs domaines, donc l'intégration des domaines est déjà exploitée, nous pouvons le voir. La planification annuelle organisée par sujet. Donc, ce sont des sujets avec des blocs d'apprentissage. Pour le cycle moyen, il y a 11 sujets. Pour le cycle primaire, il y en a 8 et à l'intermédiaire, il y en a 10. Ils sont présentés avec des temps un peu différents, entre 10 et 30 jours, mais encore là, ces temps-là sont flexibles. Elles sont aussi présentées par cycle, donc nous avons la comparaison, encore une fois, entre les niveaux. Donc, on peut voir le continuum d'apprentissage et chaque sujet implique plusieurs domaines. Donc, l'intégration des domaines est déjà exploitée. Nous allons aller à la planification élaborée par les conseils scolaires. Donc, celle-ci est présentée par niveau. Donc, première année est toute seule, deuxième est toute seule, ainsi de suite. Et il y a un document qui s'appelle « Intégration du codage ». Donc, je suis allée explorer naturellement ce document-là qui est clair, net et précis, donc qui nous donne une très bonne idée du comment, de la façon d'intégrer le codage à nos différents sujets ou questions ou domaines. Elle est présentée par moi en identifiant le domaine, les attentes et les contenus. Et les contenus sont intégrés, sont identifiés par domaine. Alors, ça nous donne une très bonne idée de l'intégration des domaines. Et enfin, la planification élaborée par le Centre franco-ontarien. Elle est présentée 2 niveaux à la fois, donc la 1 et 2, la 3 et 4, 5, 6 et 7. Ils utilisent l'approche en spirale. Donc, les contenus, les attentes reviennent plus d'une fois au courant de l'année. Mais dans les autres planifications aussi, on va voir un exemple tantôt. Elle est présentée par bloc de temps d'environ 2 mois et demi. Elle présente le thème avec la grande idée, les attentes et les contenus. Alors, nous allons aller voir un exemple plus précis. Donc, l'exemple, c'est la planification long terme élaborée par sujet. Donc, on remarque nos 3 niveaux qui sont côte à côte. Donc, on peut facilement voir le continuum d'apprentissage. On va aller voir le premier sujet qui est transformation géométrique et codage. Donc, on voit que le même sujet se répète aux 3 niveaux, 4e, 5e et 6e année. On nous donne une durée approximative, donc environ 10 jours.
Et on voit les domaines qui sont exploités, donc l'algèbre et le sens de l'espace. Si je regarde seulement que la 4e année, je peux voir que l'algèbre est vue dans la transformation géométrique et codage, mais elle est revue dans le prochain sujet aussi, dans la comparaison des mesures, des quantités et des expressions. Et le sens de l'espace, on voit qu'il est dans les 3 sujets que j'ai choisis. Alors là, nous avons une question que vous allez voir dans le clavardage. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, vous, en tant que direction d'école? Qu'est-ce que vous remarquez au cycle moyen? Quels sont les avantages d'utiliser cette planification à long terme-là, qui est par sujet? Donc, on va prendre quelques secondes pour voir vos observations qui pourraient nous aider. Alors, on a besoin de votre participation. Alors, allez dans le clavardage. J'ai remis la question. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette planification à long terme? Et puis ensuite, quels pourraient être les avantages de cette planification à long terme? Vous ne saviez pas que vous auriez besoin de participer comme ça ce matin, mais on ne vous laisse pas juste écouter. Les gens sont en réflexion, C'est parfait. Alors merci. Je savais que je pouvais compter sur Denis Tardif, un ancien collègue à toi, Lise, n'est-ce pas? Alors, Denis dit intégration de plusieurs domaines à la fois. Julie dit qu'il faut enseigner moins de façon enseigner tout en faisant des liens et puis de l'apprentissage plus durable. Absolument. Donc, quand on parle d'apprentissage plus durable, d'apprentissage approfondi, plus profond, absolument, et l'enseignement de plusieurs domaines à la fois, on va aller explorer un exemple tantôt. Donc, et aussi, juste remarquer, et je l'ai dit, c'est plus facile de voir le continuum des apprentissages en ayant les 3 niveaux. Vous avez parlé qu'on revoit aussi les domaines. Donc, on voit que les attentes sont revues aussi. Lorsqu'on enseigne à un niveau multiple, il est plus facile lorsqu'on a les attentes devant nous des différents niveaux ensemble. C'est plus facile de planifier pour un niveau multiple. Lise, Oui, vas-y, Julie n'accepte plus la communication du rendement. Maintenant, sur le bulletin, il y a seulement une cote. Puis on va parler de ça tantôt, Julie. Christine va en parler. Puis Yves, il dit que c'est rassurant pour les enseignants parce qu'il y a des sujets connus puis d'autres sujets qui sont moins connus. Absolument. Donc, on est bien content quand c'est un sujet qui est connu, mais on est confortable. Donc, on va chercher quelques détails qui sont moins connus pour les ajouter à nos connaissances. Dans le fond, c'est comme on fait avec les élèves, on va chercher leurs connaissances antérieures. Donc, nous aussi, on a des connaissances antérieures, des forces. Alors, nous allons poursuivre avec la planification long terme qui est présentée par question. Donc, on a placé ici les mois de février, mars, avril et mai, simplement pour nous donner un exemple. Donc, tout à fait en haut, la question est quand utilise-t-on l'addition et la soustraction? C'est en 4e année. En 5e année, on voit qu'elle diffère un peu, mais on voit le lien. Quand est-il utile de faire différentes opérations? Et c'est la même question que nous avons en 6e année. On nous donne aussi les domaines qui sont exploités. Donc, on a les nombres, l'algèbre, le sens de l'espace et la littératie financière. Donc, les domaines sont déjà intégrés. Ensuite, on a d'autres questions. Je ne procéderai pas à la lecture des différentes questions en mars, avril et mai, mais on peut aussi voir que le continuum des apprentissages est évident. Alors, facile à utiliser. Les attentes sont revisitées. Donc, si je vais voir seulement que dans la colonne de 4e année, on voit que le domaine des nombres, il est vu en février avec la question « Quand utilise-t-on l'addition et la soustraction? » Mais il est revu en mars aussi.
il est revu en avril ainsi qu'au mois de mai. Alors, on revisite les attentes des différents domaines. Les mêmes questions sont abordées à différentes années d'études et la facilité de planifier pour un niveau multiple. Si on clique sur la première question, Lise, voici ce qui... je peux t'interrompre juste une seconde? Je vois que Chantal a levé la main. Je ne sais pas si elle a une question, mais Chantal, je t'invite à juste écrire ta question dans le clavardage si tu en as une, OK? Merci. Vas-y, Lise. Parfait. Alors, j'ai utilisé la question de 5e année. Quand est-il utile de faire différentes opérations? Alors, voici ce qui nous apparaît lorsqu'on clique sur notre première question. Donc, on voit que nous avons le domaine des nombres qui est exploité et on donne le contenu. Ensuite, on a le domaine de l'algèbre, le sens de l'espace, la littératie financière ainsi que le codage. Et on donne au bas les contenus, c'est-à-dire les numéros des contenus. Donc, ils sont facilement repérés dans notre programme cadre de mathématiques. On remarque à droite, là, je ne vous ferai pas la lecture de ce qui est écrit, mais en le lisant, qu'on soit direction d'école ou enseignant, ça nous donne des pistes ou des idées d'application, comme par exemple de calculer le périmètre, de calculer l'aire, de trouver des rapports, de faire de la conversion des unités métriques, de trouver le coût total d'achat en incluant les taxes naturellement. Donc, ça nous donne de très bonnes pistes pour intégrer les différents domaines. Mais nous, en tant que direction d'école, il y a une question qui demeure. Comment est-ce que je peux appuyer le personnel avec l'utilisation des planifications pour obtenir l'enseignement intégré des domaines, l'enseignement de mon programme de mathématiques en intégrant les domaines? Donc, encore une fois, je vais simplement revenir aux avantages que nous avons vus au début de la présentation. C'est lorsqu'on établit des liens de façon bien consciente entre les domaines des mathématiques et la vie quotidienne, en appliquant l'apprentissage à différents contextes de la vie quotidienne, bien, on élargit et on améliore les expériences d'apprentissage des élèves, on approfondit ses connaissances et on renforce ses habiletés dans différentes matières et au-delà de la salle de classe. Donc, à partir de ces avantages-là, nous sommes allés chercher des questions de réflexion pour nous aider dans notre travail de direction d'école. Donc, on est allé chercher ce qui est important lors de l'élaboration des planifications long terme. Donc, en posant ces questions-là, nous pouvons spécifier ce que nous savons déjà, mais aussi les défis qu'on a à relever. Donc, on réfléchit en profondeur. C'est un moment important cette année parce que c'est la première année de la mise en œuvre de notre nouveau programme cadre. Donc, notre première question, quel concept, modèle et stratégie est-ce que les élèves ont besoin de plus de temps pour bien comprendre? Donc, ensemble, entre enseignants, en équipe de collaboration, on pourrait répondre à cette question-là. La deuxième question serait excellente pour guider une rencontre par cycle. Donc, est-ce que la planification long terme revoit les contenus plus d'une fois? Sinon, comment pouvons-nous adapter les planifications pour revenir sur ces concepts-là? Quels sont les apprentissages requis pour poursuivre avec les prochains contenus? Puis, enfin, notre troisième question, comment pouvons-nous créer des occasions pour que les élèves continuent à s'exercer et consolider leurs acquis lorsqu'ils passent à un nouvel apprentissage? Donc là, je passe à une question au niveau du clavardage. Là. Donc, préparez-vous à me donner quelques idées. Je veux faire un partage de pratiques réussies. Comment est-ce que vous fournissez les occasions, le temps et l'espace pour poursuivre la conversation?
Est-ce que vous avez des pratiques particulières pour appuyer les enseignants? Comment est-ce que vous vous assurez le partage des pratiques réussies ou le partage de travaux d'élèves avec l'équipe école? Alors, Donc, je viens de mettre les questions dans le clavardage. Alors, je vous demande de partager vos expériences ou de peut-être nous dire quelle serait la prochaine étape pour vous, là, pour pas nécessairement un engagement, mais puis partager avec vos collègues pour leur donner des idées. Donc, il y a peut-être des participants qui sont en train d'écrire. Mais lorsque nous savons ce que les enseignants mettent en œuvre dans leur salle de classe ou encore l'appui dont ils ont besoin, ça nous permet de faire des suivis et des prochaines étapes. Par exemple, on pourrait, lors d'une équipe de collaboration, dire à notre dernière rencontre, vous alliez essayer telle pratique pédagogique à fort impact. Comment est-ce que les élèves étaient engagés dans l'apprentissage? Et là, les enseignants pourraient faire un partage. Ou encore, à notre dernière rencontre, vous avez partagé que vous aviez besoin d'en connaître davantage sur tel sujet. Comment est-ce qu'on pourrait vous appuyer, vous fournir de l'aide? Donc, dans le fond, c'est en identifiant une prochaine étape ou une action à mettre en œuvre parmi les idées de notre personnel enseignant qu'on peut avancer, poursuivre la conversation. L'important, c'est d'avoir justement un suivi concret, une prochaine étape pour nous améliorer. Donc, on a placé quelques idées pour poursuivre le travail, la réflexion. Donc, oui, les communautés d'apprentissage professionnel, je pense que c'était sorti tantôt, avoir des conversations, faire un partage de pratiques réussies, un partage de tâches ou de problèmes qui intègrent justement différents domaines, un partage de production ou de tâches d'élèves. Donc, nous savons que chaque école a sa propre culture. Donc, le travail de collaboration va différer, ce sera différent. Par contre, la collaboration, c'est la clé de l'engagement et du succès. Donc, notre grande idée ou le but doit être connu par toute notre équipe. À quoi ressemble l'enseignement et l'apprentissage en intégrant les domaines? Donc, à quoi est-ce que ça ressemble dans notre planification à long terme? Donc, ceci conclut le petit sujet des planifications à long terme. Donc, j'espère que vous pourrez utiliser certaines parties de la présentation avec votre équipe école. Je poursuis avec les pratiques pédagogiques à fort impact. Donc, si vous vous souvenez, au début, les pratiques pédagogiques à fort impact, c'était le tronc de l'arbre. Donc, le tronc stabilise. Donc, ces pratiques pédagogiques vont nous permettre d'aller vers de grands sommets, d'aller plus loin avec l'apprentissage des élèves. Donc, les pratiques pédagogiques à fort impact sont essentielles pour l'enseignement efficace des mathématiques. Donc, les recherches ont prouvé le grand impact de ces pratiques pédagogiques-là sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Elles sont regroupées dans un court document, et je vous dis là, un court document qui est sur le site du programme cadre de mathématiques. Donc, le document nous présente les 9 pratiques pédagogiques à fort impact. Chaque pratique pédagogique, c'est 2 pages. Ça, c'est le style de document que j'adore. La première page me donne les composantes de la pratique pédagogique, donc, ou les éléments de la pratique pédagogique. Et la deuxième page, c'est qu'est-ce que ça a l'air dans ma salle de classe? À quoi est-ce que ça ressemble lorsque je la mets en œuvre dans ma salle de classe? Alors, voici les pratiques pédagogiques à fort impact.
résultats d'apprentissage, critères d'évaluation et rétroaction descriptive. Quand je dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre Inukshuk qui nous présentait des pratiques efficaces d'enseignement. La prochaine, l'enseignement explicite, les tâches et expériences de résolution de problèmes, l'enseignement pour la résolution de problèmes, les outils et les représentations, les conversations mathématiques qui ont été baptisées les jasettes mathématiques pour certains conseils, l'enseignement en petits groupes, la pratique délibérée et les regroupements flexibles. Donc, il faut savoir que chacune de ces pratiques pédagogiques-là a un rôle très important, a un impact sur l'apprentissage des élèves. Donc, il faut réfléchir au moment le plus approprié pour les utiliser dans différents contextes au niveau de la salle de classe. Aujourd'hui, nous avons choisi l'enseignement explicite pour vous donner un petit exemple d'une pratique pédagogique à fort impact et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser avec notre équipe de collaboration, notre équipe école. Alors, pour commencer, encore dans le clavardage, lorsque je dis enseignement explicite, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle d'enseignement explicite? Alors, on a besoin de votre participation. Alors, écrivez-nous ça. Qu'est-ce que, quand on dit enseignement explicite, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? On monte. Wow, OK, ça roule. Alors, Yves, apprendre à apprendre. Mélissa Riley, le modelage. Céleste, le modelage, les pratiques guidées, les pratiques autonomes d'une stratégie. Louise, on montre ce qui se passe dans notre tête. Merci pour votre participation. Absolument. Alors, vous savez que vous avez tous raison. Nous allons poursuivre avec une petite synthèse. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit. Donc, dans le fond, l'enseignement explicite, c'est un enseignement intentionnel avec une planification minutieuse. Naturellement, on se concentre sur les attentes, les contenus d'apprentissage, les critères d'évaluation en utilisant le travail d'élèves. C'est l'utilisation stratégique aussi du questionnement. On planifie notre questionnement. On clarifie, on modélise. Donc, oui, je vais chercher vos réponses. On identifie, on approfondit la réflexion. L'enseignement explicite, ce n'est pas juste une conférence, ce n'est pas une transmission des connaissances ni la lecture d'un livre. Ce n'est pas juste l'enseignant qui parle et l'élève qui travaille. Donc, dans le fond, si on a choisi l'enseignement explicite, c'était pour réaliser quelques croyances erronées qu'on pourrait avoir à propos de cette pratique pédagogique à fort impact. Lise, peux-tu juste t'interrompre une seconde? Je remarque qu'il y en a qui mettent dans le clavardage, qui écrivent seulement aux panélistes ou aux conférenciers. Alors, assurez-vous de cliquer sur la bulle pour que vous écriviez à tout le monde, les panélistes et les participants. Merci. OK, parfait. Alors, on poursuit avec un exemple du cycle moyen. Pourquoi est-ce que c'est utile lorsque nous enseignons en intégrant les domaines? Donc, je vous fais la petite mise en situation. Un enseignant explore différents genres de livres avec les élèves de sa salle de classe pour présenter un problème dans le but qu'ils explorent le concept des fractions dans le domaine des nombres. Alors, nous allons aller lire, je vais aller lire le premier commentaire. À la bibliothèque, il y a la moitié plus de bandes dessinées que de biographies. Combien de livres de chaque genre pourrait-il y avoir? Comment le sais-tu? Alors, vous remarquez que c'est un problème ouvert qui permet aux élèves différents points d'entrée selon leur niveau, selon leur zone proximale, selon leurs connaissances antérieures. Bon, pour résoudre le problème, ils peuvent utiliser du matériel de manipulation, ils peuvent dessiner, ils peuvent utiliser une équation pour répondre à la question au sujet des fractions. En remarquant le dialogue de l'enseignante, elle va chercher aussi
le concept de probabilité du domaine des données. Alors, l'enseignante poursuit avec sa question. Et si notre bibliothécaire, Madame Lajoie, choisissait de distribuer des livres au hasard à notre classe, quelle est la probabilité que tu reçoives une bande dessinée? Et explique ta réponse. Alors, on remarque que c'est avec une planification judicieuse des apprentissages visés, une bonne connaissance des attentes et des contenus du programme cadre et un questionnement planifié que l'enseignant peut relever les attentes de différents domaines. Donc, avec l'enseignement explicite, le fait d'utiliser chacune des composantes de l'enseignement explicite nous aide à élaborer des questions qui sont riches pour que les élèves aient une compréhension plus approfondie du contenu du programme cadre et des continuums à travers les domaines, puis à reconnaître les différents concepts à partir de la pensée des élèves aussi. Les élèves vont nous donner des pistes pour aller chercher des concepts d'un autre domaine. Alors, nous, en tant que direction d'école, par quoi est-ce que je commence? Donc, naturellement, on doit débuter à l'endroit où se trouve notre personnel enseignant. Donc, la question, est-ce que nous savons où se trouve notre équipe école? Si la réponse est oui, ben bravo, on continue. Donc, on va peut-être explorer d'autres éléments, d'autres composantes de la pratique efficace. Peut-être qu'on va clarifier certaines idées erronées qu'on peut avoir au sujet de l'enseignement explicite. Peut-être qu'on va élaborer des tâches aussi ensemble en faisant des liens entre les différents domaines, en élaborant aussi des questions, en planifiant des questions riches. Peut-être qu'on va analyser des tâches d'élèves aussi pour aller plus loin. Si la réponse est non, ben ça va. On va aller chercher les informations. Donc, peut-être qu'on va avoir des conversations. Peut-être qu'on va faire un petit sondage auprès de nos enseignants. Peut-être qu'on va organiser une formation au sujet de l'enseignement explicite. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est d'avoir un point de départ et l'idée pour une prochaine étape. Donc, au niveau des pratiques pédagogiques à fort impact, il ne faut pas oublier que chacune d'entre elles sont aussi importantes les unes que les autres. Donc, il s'agit de les explorer chacune d'entre elles. Donc, je vais laisser la parole à Dr. Surtam qui va nous parler de l'enseignement en intégrant les domaines. Merci, Lise. Et donc, je vais parler en anglais parce que c'est mieux pour moi, mais je comprends français si vous avez des questions. So I think that you can see the richness of this tapestry in terms of blending the different strands. We can see the deep understanding, the pleasure in looking at this. And I'm going to talk to you just very briefly about some of the background that goes into why is it that we want to have this cross-stranding. I was the lead advisor to the ministry as a researcher on this elementary curriculum. And so I have some insights into some of the rationale behind some of the statements that are made. Next slide, please. So these statements are actually from the what I would call the front matter or the context of the curriculum. And they're very important statements, and they are based on research. So this statement really talks about the connections that need to be made between the mathematics concepts, as well as to other disciplines, as well as to students' life. And the idea is that the research suggests that the more that a student is able to make connections for a particular concept from one representation to another, from one domain to another, the deeper their understanding of that concept is. If the concept is only taught in isolation, then we don't get that depth of understanding. We don't get that conceptual understanding. And so there are many messages within the curriculum that kind of highlight that. So let's look at the next message, Lise. So again, this is
talking about the importance of making the connections to students' experiences, making the connections between different mathematics concepts. And what I really like about this statement is it tends to talk about the power of mathematics and the deep understanding of mathematics. And it really relates to students developing and seeing themselves as a mathematics learner and a strong mathematics learner who is capable of tackling any ideas. So it's, again, developing that depth of understanding so a student is able to see mathematics in the world around them and to see the value in mathematics and to feel mathematically powerful. And then one more statement, Lise. So this focuses again on the idea of making connections, but it focuses very much on the mathematical processes. So the mathematical processes of things such as problem solving, reasoning, using strategies and tools, communicating their thinking, all of those mathematical processes, again, get to be used when students are dealing with what I would call rich tasks, or tasks that actually kind of span a variety of different concepts, but also allow for what we call low floor, high ceiling. They allow for many entry points for students. So within that, students are able to use a variety of mathematical processes and to be able to connect a variety of mathematics concepts, which allows them to actually develop that deep understanding that they can also take with them outside of class. So I'm going to hand it back to Lise with the next slide, because she'll be talking about mathematical modeling, modélisation. But I will be back to talk a little bit towards the end of this presentation about assessment and evaluation, because I know that the discussion about 1 mark on the report card is one that's occurring in schools. Lise, over to you. Merci. Alors, notre prochain sujet, la modélisation mathématique. Donc, la modélisation mathématique, c'est le processus. Je suis le plan pour avoir une belle cabane dans mon arbre. Je suis capable, je peux suivre le plan. Alors, qu'est-ce que la modélisation mathématique? En arrivant au webinaire, on avait une idée de ce qu'était la modélisation mathématique. On a la même description de la première à la 8e année et nous n'avons qu'une attente. Il n'y a pas de contenu d'apprentissage. Donc, les enseignants doivent évaluer le processus de la modélisation mathématique. C'est un petit peu plus délicat parce que nous sommes habitués à regarder les résultats plutôt que le processus. Par contre, sincèrement, dans les dernières années, je crois que nous sommes très bons au niveau du processus. Alors, la modélisation mathématique fournit des connexions réelles à des situations de la vie courante. Lorsque le processus débute par des problèmes de la vie courante, ils sont parfois mal définis et ne sont pas linéaires. C'est pas une démarche à suivre d'une étape à l'autre. Donc, il y a différentes solutions aussi qui sont réalistes et correctes. Donc, la modélisation mathématique requiert de la créativité, un esprit critique. Nous devons faire des choix, émettre des hypothèses et prendre des décisions. Donc, nous devons penser, ou bien donc, il faut être conscient des différentes cultures, parce que les élèves utiliseront différents modèles selon leurs expériences. Alors, qu'est-ce que les étapes de la modélisation mathématique impliquent? Comment est-ce que je peux franchir ces étapes-là? Donc, comprendre le problème, c'est une activité de réflexion, une discussion en groupe classe et en petits groupes. Donc, il faut savoir à quelles questions est-ce que je dois répondre et quels sont les renseignements qui sont nécessaires pour répondre à ces questions. Pour l'analyse de la situation, les petits groupes peuvent réfléchir pour déterminer les informations, la façon dont les informations seront rassemblées et les hypothèses qui peuvent être émises.
Lorsque les élèves créent un modèle mathématique, eh bien là, ils font le travail de mathématiciens. Donc, j'ai mes petits mathématiciens en herbe qui se retrouvent dans mes salles de classe parce qu'ils vont rassembler les données, ils vont mesurer, ils vont dessiner, faire du graphisme. Donc, ils vont prendre en note de façon personnelle les données et les informations recueillies. Donc, ils les organisent. Lorsque les élèves analysent et évaluent leur modèle, ils prennent un recul pour voir si le modèle résout le problème. Ils vont partager leur modèle avec les autres groupes, avec les autres élèves, et ils vont peut-être obtenir de nouvelles informations ou encore, à partir de la rétroaction, ils vont pouvoir peaufiner leur propre modèle ou encore, ils vont peut-être se retrouver désorganisés pour refaire leur modèle. Avoir un nouveau modèle qui va mieux répondre à la situation. Alors, le processus de la modélisation mathématique, voici ce que ce n'est pas. Donc, les équations et le matériel de manipulation ont déjà été utilisés comme modélisation. Par contre, plus maintenant. Je vous donne un petit exercice et là, j'ai la conversation devant moi. Je vais pouvoir voir vos réponses. Quelle question est une question de modélisation mathématique? Est-ce numéro 1 ou numéro 2? Donc, numéro 1, combien coûte le fait d'avoir un animal de compagnie? Ou la numéro 2, si un sac de nourriture pour un hamster coûte 10 $ par mois, combien coûtera la nourriture pour une année? Alors, on commence déjà à avoir des réponses. Donc, je vous félicite pour que ce soit une question ou une tâche de modélisation mathématique. Elle doit répondre aux critères ou aux questions qui sont au bas de la diapositive. Donc, premièrement, est-ce que c'est une situation de la vie réelle? Est-ce que les élèves peuvent utiliser le processus de modélisation mathématique pour y répondre? Est-ce que cette question nécessite une certaine recherche? Est-ce que les élèves peuvent décider de sous-questions à explorer et d'autres même à ignorer? Est-ce que la question cible des attentes de différents domaines et même de différents sujets? Donc, ce sont les critères pour une modélisation mathématique. Je vous donne un autre exemple. Numéro 1 ou numéro 2, quel est le meilleur véhicule à acheter? Ou, numéro 2, si le taux d'essence d'un véhicule à 4 roues est de 0,1 litre le kilomètre et un autre a un taux d'essence de 105 millilitres par mètre, lequel a un meilleur kilométrage? Alors, je viens de voir des numéros 1 dans la boîte de clavardage. Donc, c'était un autre exemple que vous pourrez utiliser aussi. Maintenant, la question demeure, moi, en tant que direction d'école, comment guider le personnel enseignant pour créer des tâches de modélisation mathématique? Donc, bien oui, il faut commencer lentement. Vous pouvez utiliser les exemples qu'on vient de donner, soit de la nourriture pour l'animal de compagnie ou encore de l'essence pour le kilométrage, parce qu'ils étaient des problèmes écrits qui ont été transformés en questions de modélisation mathématique. Il faut reconnaître que les 4 composantes de la modélisation mathématique doivent être enseignées de façon explicite. Donc, on peut aussi explorer les attentes des autres sujets comme sciences, études sociales, géographie, pour créer des occasions d'intégration des matières. On peut considérer l'utilisation de la modélisation mathématique comme une activité culminante. Donc, on a appris différents concepts, on les connaît, on les comprend. Maintenant, on les utilise en modélisation mathématique. J'ai placé au bas de la diapositive le lien du webinaire qui a été offert au sujet de la modélisation mathématique. Donc, vous allez pouvoir y retrouver d'autres exemples. Je vous rappelle que demain, vous allez recevoir une copie de la présentation qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous aurez le diaporama et vous pourrez cliquer sur le lien pour aller visionner la vidéo si vous voulez. Et aussi, vous allez recevoir un genre de référentiel avec toutes les ressources qu'on vous présente avec des liens où vous pouvez cliquer directement sur le lien pour vous aider.
Alors, ceci termine la petite section au sujet de la modélisation mathématique. Je laisse la parole à Dr. Surtam. Great, thank you. So assessment and evaluation is really a big piece of all of this, particularly when we think about the idea that teachers are going to be giving one report card mark, which is a little bit different from what they're used to, and that we're really encouraging that they are integrating the strands. And next slide, please. So first, I really want to go over, before we talk about evaluation or reporting, I really want to talk about just what do we know about sound classroom assessment, which in many cases are the kinds of things that we are seeing within classrooms. So one is, we know that sound classroom assessment really should be used to be able to support teaching and learning. And we know that from all of the research that's been done around formative assessment. We also know that it should be ongoing and embedded in instruction. So it's often those moment by moment glimpses that a teacher gets into a student's thinking. It's more of a process than an event. It's not merely a test at the end of a unit. It's the day-to-day questioning and responding to students' thinking, the observations that teachers make. It uses a variety of assessment strategies. Now, that's not just because students should have multiple opportunities to show what they know and can do. And it's not just because students show their understanding in different ways. It also is, if we look at the actual curriculum, there are different kinds of mathematical actions that students will be engaged in. They might be calculating, which might be best assessed by paper and pencil quiz or test. But they also might be asked to describe, or to investigate, or to explore an idea, or to construct, or to use technology, or to do some coding. All of those kinds of things might be assessed in different kinds of ways. Perhaps a conversation with students, perhaps they produce a product, create a model, or perhaps it's through observation. So that's why we need a variety of different strategies, because of the different kinds of mathematical actions that occur. We know that it needs to be aligned with the curriculum and instruction. So in other words, if we often have students working in groups to do problem solving, it doesn't make sense to assess them on problem solving by separating them and putting them in individual seats. We know that instead we might be able to have some of that brainstorming that goes with problem solving occurring in groups, and then maybe we get individually students thinking after that brainstorming. We also know it needs to focus on what's important in the mathematics, not on what's easy to assess, but what is most important in the mathematics. And sometimes what's easy to assess is not what's most important. What it is that we're assessing is actually what we're telling students is important to us. So we really have to think about that, and to encourage teachers to think about it. And we also need to include students in the assessment process. So assessment is not done to them, it's actually done with them. So that's a quick overview of what we know about sound assessment. But what do we really, how do we take into account this idea of 1 mark? And you know, this idea of the 1 mark came about because often teachers were having difficulty doing tasks that were integrated, because then they felt as though they had to kind of run that through the shredder to divide it into different categories. And so they wanted to be thinking about holistically, what might that be? So if we go to the next slide, I'll just refer to some of the policies that we see around assessment. So this particular piece is an addendum that actually is on the website that has the curriculum. And there's a little box that talks about the addendum to Growing Success. And it highlights the idea that there is 1 report card mark, and that this should reflect the students' overall understanding of mathematics, but it should be at that point. So in other words, thinking about where are they at this particular moment when the teacher is actually completing that report card. And it also talks about thinking about those different strands as we create that. And on the next slide, we go back to growing success, because growing success is still relevant to what we're talking about. That's why they had an addendum to growing success. So this is really talking about the idea that all the overall expectations, les attentes,
should be used for evaluation, but in doing the evaluation, teachers need to look at the specific expectations in terms of the tasks that they're giving students. And also that when they're going to be thinking about how does this all fit together, they're using the evidence that they've gathered in class, but they also are using their professional judgment in order to make choices about which specific expectations they might be focusing on and how they're putting together the evidence to be able to come up with the mark. So on the next slide, I have really a display. So ultimately, we know that we're assessing on the report card what's happening during that period. And sorry, the next slide would show us a display of the way, this is the curriculum basically. So what I have here is across the top, I have the strands in the mathematics curriculum. I'm not including the social emotional learning because of the directive from the Ministry of Education that those would not be assessed at this point. And what I have underneath them are actually the overall expectations. I haven't spelled them out completely, but what we know is that under number, we have one overall expectation, for instance, that deals with number, another that deals with operations. In algebra, we actually have C1 deals with patterning, C2 deals more with equations and equality, C3 is about coding. So you can kind of see how this is laid out. So here I have a table that lays out just the strands and the overall little boxes for the overall expectations. And next, please. Now, what I have here, by the way, the 1, 2, 3, and 4 do not refer to levels. They actually refer to particular assessment opportunities that the teacher might have had. So for instance, you can see that there are 2 circles with the number 1 in them. And that one of those circles sits within the spatial sense, and the other one sits under number. So this could represent, perhaps the teacher had the students do a task where perhaps they were measuring or calculating the perimeter or finding the area. And the teacher was able to gather assessment data about both measurement as well as number sense. And maybe the second, you can see, for instance, number 2, maybe that the teacher had students working on patterning, and perhaps they came up with patterns such as ×3 + 1. And then they were using that to calculate particular stages in that pattern. So perhaps the teacher was able to gather some evidence about their understanding of pattern, but also you can see number 2 in the box that deals with operations. So the teacher maybe was able to gather some data about operations. So now, obviously, those little dots are not enough. The teacher would have evidence, have a discussion, have notes about what that was, what exactly occurred, to what level did the student achieve that expectation at that moment in time, and obviously then the date, because we want to pay attention to the time. So if we go to the next slide, I'm still talking about assessment, but what I'd like to do is refer back to a cross-strand activity that we actually were exposed to today. So Lise talked to us about 2 different mathematical modeling activities. One of them was about how much does it cost to have a pet, and the other one is really the kinds of things to consider when buying a car. So I just want really quickly, if people could just jot down one mathematical idea that they think might arise in either one of those modeling tasks. So for instance, I might think of, financial literacy. So la question, quelles idées mathématiques pourraient surgir de la tâche de modélisation que vous avez vue précédemment? Let's see. You can type either en français ou en anglais. Les données. Les données. Thank you. So data. I mentioned financial literacy. Do we have some other things here? Okay, numbers, obviously number sense, that's great. Mental calculations they would be doing. Estimation for sure,
create different mathematical operations they would be doing. I'm even thinking they might do some proportional reasoning, thinking about how the size, which would go along avec le mesure, some patterning, measurement, definitely. Depending on that size of the pet would be a very important thing. There might even be some proportional reasoning, or if we're thinking of the car example, all of these things also would come into play. We might even be doing unit rates if we were thinking about the cost of the car. Okay, thanks. So there are many different things that might come up within that particular mathematical modeling task. So you can see by the number of things you've typed in about 1 minute, the number of ideas. So if we go to the next slide, what I've done is I've actually put some ideas that might occur within a mathematical modeling task back to that similar diagram to what I had before. So you can probably see many of the things that you spoke about occurring on this display. The collection of data, being able to use relationships, understanding patterns, organizing data and information, proportional reasoning, calculating, estimating, measuring, many of the things that you said. So by doing a mathematical modeling task, I know, for instance, that the teacher would be able to collect data about many things. They might choose to focus on some of these in particular. And the other thing is you also don't know what evidence you might get. It might depend on what approach that student takes. But I also want to emphasize you also are gathering data on how they are proceeding with the mathematical modeling process. So how would I evaluate that mathematical modeling process? Well, the next slide gives us a few ideas. So for instance, I might, as a teacher, have various checkpoints along the way where students maybe need to meet with me, or perhaps I'm doing that through observation, or perhaps they're producing something written along the way. There might be peer and self-assessment as students compare their model to one another's. Or perhaps at the end, I'll do a conferencing with the students and they'll maybe have a portfolio of all the different things that they collected as they went through this modeling process. So now, if we go to the next slide, we see that I've added data to what I had before. So in other words, I have more assessment data because of this mathematical modeling task. It's represented by those kind of rusty color stars on there. And it actually is showing that as well as that data I had before, I now, after the mathematical modeling task, have more data. Now, of course, we still get to, so what does a teacher do with all of this data? And if we go to the next slide, we know that it really has to do with helping us as leaders to help teachers develop their professional judgment. What you saw on there were just little bits of dots and stars, but we know that behind each of those dots and stars, there's quite a bit of data about what was occurring, when was it occurring, and to what degree was that student achieving the curriculum expectations. So I think one of the things we need to be thinking about is how, as leaders, do we help teachers develop that professional judgment and have those conversations with colleagues so that we can have a bit of a collective understanding of what that means. And I will turn it, I believe, back to Lise. Yes, Merci. thank you very much, Christine. Thank you. Merci beaucoup. Alors, ceci termine